qui disent que je suis un opportuniste. Ils ont la mémoire courte. Parce que bien que j'étais le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai quand même montré ma différence avec M. Ouattara, parce qu'à partir de 2012, j'ai commencé à parler de réconciliation et de pardon en Côte d'Ivoire. Le premier pardon que j'ai demandé aux Ivoiriens, c'est le 8 mars 2012, quand je rendais ma démission de mon poste de Premier ministre. Cette déclaration existe encore. J'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens. Et une fois que j'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens, je suis allé à Dabou, à Gagnoua, chez Laurent Gbagbo, pour prêcher le pardon et la réconciliation. Donc, pour dire, ma séparation d'avec M. Ouattara date depuis 2015. Moi, après coup, je réalise que lui, dès qu'il a pris le pouvoir, avait à cœur de me dépouiller, de m'affaiblir. C'est pourquoi il m'a envoyé à l'Assemblée nationale en me donnant d'autres raisons. Et la raison fondamentale a été que Ouattara n'était pas inscrit dans la réconciliation lorsque je lui avais conseillé. Deuxièmement, j'ai constaté qu'il avait commencé à travailler à capturer le pouvoir d'État. Or, ça, je ne pouvais pas l'accepter. Nous ne nous sommes pas battus pour capturer le pouvoir d'État. Nous nous sommes battus pour la liberté et la démocratie. C'était ça l'objectif de notre combat, malheureusement qui n'a pas été atteint. Alors, on me demande si j'ai des regrets. Bien sûr que j'ai des regrets. J'ai des regrets parce que le combat que nous avons mené, qui était d'aboutir à une situation, à une démocratie dans notre pays, à l'état de droit, au bien-être des Ivoiriens, on ne l'a pas atteint. Vous allez me dire, ah oui, mais M. Soro, c'est votre faute. Mais sachez que, à mon corps défendant, moi j'ai soutenu Ouattara. Qu'est-ce que vous pouvez contre une tromperie quand quelqu'un vous trompe? Mais je ne suis pas le seul trompé de toute façon en Côte d'Ivoire, parce que M. Ouattara aussi ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire si Bédié ne l'avait pas soutenu et voté. Vous voyez bien que Bédié a été trompé. Il a aussi trompé M. Mabri Touakeus. Il a trompé Daniel Kablan-Duncan. Il a trompé Vaudier. Il a trompé Bamba Morifere. Il a trompé Anaki. Vous voyez que la liste est longue. Maintenant, qu'on décide de se focaliser sur Guillaume Soro seulement, moi je ne suis que le plus jeune de tous ceux qui se sont laissés tromper et rouler dans la farine par M. Ouattara. Il faut lui reconnaître quelque chose. Il a une expertise dans le charme. C'est un grand charmeur. Quand Ouattara vous parle avec sa voix fluette, vous lui donnez le bon Dieu. Et pour vous rendre compte après que ce monsieur vous a trompé. Alors, on me demande ce que j'attends de la France. Vous savez, je pense que il revient au seul peuple de Côte d'Ivoire de décider de sa destinée. Il revient au seul peuple de Côte d'Ivoire de se choisir ses dirigeants. Donc, moi, évidemment, je suis en exil ici en France. Ce que je peux souhaiter, c'est que la France entende la voix du peuple de Côte d'Ivoire, que la France entende le langage de la démocratie. Et la France et l'Union européenne et la communauté internationale en somme. Je crois que j'ai répondu aux 3 premières questions. Je dois vous dire qu'il y a des problèmes de connexion, de sorte que je n'ai pas entendu les questions de la deuxième journaliste. Je suis désolé, je n'ai pas entendu les questions de la deuxième journaliste. Nous avons bien sûr noté ces questions pour vous, Monsieur Soro. Alors, ce sont les questions de Sylvie Zongo. La première, avez-vous quelques regrets? Elle parlait de ce soutien, plus ou moins affiché à Joseph Kabila en parlant de vos visites à l'ancien président de la République démocratique du Congo. On sait ce qui lui est arrivé après avec des contestations populaires. Il n'a pas pu être candidat. Et notre consoeur Sylvie Zongo souhaitait savoir si aujourd'hui, peut-être, si vous comprenez en tout cas ce qui est arrivé après au président Kabila. Alors, là, je suis un peu confus parce que je n'ai jamais soutenu Kabila pour un 3e mandat. Je suis arrivé, je crois, c'était
en 2014 en RDC, à Kinshasa, pour la première fois de ma vie. Et le président Kabila, à l'époque, n'a pas daigné me recevoir. Donc, je ne l'ai pas vu et on n'a jamais discuté de la vie de la nation congolaise. Et j'étais contre, de toute façon, contre un troisième mandat pour M. Kabila. Ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. Je suis contre les présidences à vie partout en Afrique. Ça, c'est clair. Je n'ai vu le président Kabila quand il n'était plus président. J'ai vu le président Kabila quand je suis allé aux obsèques du père de l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi. Son père, quand je suis allé pour les obsèques, j'ai rendu visite au président de la République actuelle, M. Félix Tshisekedi. Et après, je suis allé voir Kabila. Donc Kabila n'était plus président quand je l'ai vu. Quand il était président, j'étais à Kinshasa. Il ne m'a pas reçu, certainement, pour cause de calendrier extrêmement chargé. Bon, donc, et je n'ai jamais fait de déclaration pour soutenir un quelconque troisième mandat de Kabila. C'est impossible pour moi. Je suis constant et cohérent dans mes engagements. Depuis l'université, j'ai été contre les partis uniques. Je me suis battu contre. Nous avons eu le multipartisme. Je fais partie de ceux qui souhaitaient l'alternance politique en Côte d'Ivoire. Jamais je n'irai soutenir un autre mandat ailleurs. Alors, je pense qu'elle a parlé de Kabila ou bien de Blaise Compaoré. Je ne sais pas. Mais enfin, si c'est Kabila, voici la réponse que je donne. Plutôt. Et on va rapidement sortir avec elle, M. Soro, avec sa deuxième question. Elle voulait savoir si on peut vous faire confiance aujourd'hui. Elle parlait de votre parcours politique, des différentes alliances que vous avez souvent eu à nouer, et vous demandait si vous pensiez aujourd'hui être digne de confiance auprès des Ivoiriens. Écoutez, ce sera aux Ivoiriens de juger. Mais en réalité, quelle alliance ai-je nouée en Côte d'Ivoire, qu'on me le dise? J'étais secrétaire général de la FECI. La FECI était un syndicat. Donc, j'ai dirigé la FECI. Je côtoyais aussi bien le président Gbagbo, Bamba Borifere, Vaudier, paix à son âme, Zadi Zaourou. La première fois où je suis rentré dans un parti politique, que j'ai pris la carte d'un parti politique, c'est avec Alassane Ouattara dans le cadre du RDR. Mais ça n'a pas fait long feu. Donc, je suis parti. Alors, quand elle parle des alliances, elle veut dire, comme la rumeur publique l'a prétendu, vous étiez le fils de Laurent Gbagbo, ensuite maintenant vous avez été le fils de Alassane Ouattara, et aujourd'hui, voilà, où vous êtes. Ces histoires de fils et de père, il faut que ça cesse en Afrique. Ce paternalisme de mauvaise aloi, il faut que ça cesse. En politique, mon père est décédé. Il s'appelle Soro Sanga Clément, il est enterré à Ferké. Voilà. Donc ces histoires de père et père, il faut qu'on arrête. J'ai 48 ans révolus. Je vous signale qu'à cet âge-là, Gbagbo a été candidat à l'élection présidentielle à 45 ans. Je vous signale qu'à cet âge-là, le président Laurent Kabila avait, comment on appelle, c'est bien ça, non? Kabila avait déjà dirigé le Congo. Je vous signale qu'à cet âge-là, Barack Obama était président des États-Unis. Je ne suis pas un gamin. J'ai 48 ans révolus et j'ai des enfants, donc je suis père aussi. Maintenant, les situations changent. Et il faut changer avec les situations. Je dis bien, en 1995, en 2000, Ouattara a été exclu de l'élection. Je l'ai soutenu parce que je ne suis pas d'accord avec les exclusions. Donc, j'ai pris la cause de Ouattara. En 2020, Laurent Gbagbo est exclu de l'élection. Donc, je prends fait et cause pour Laurent Gbagbo. C'est cohérent, ma posture. Si j'avais soutenu Ouattara,
lorsqu'on l'a écarté des élections, et qu'en 2020, écartant Laurent Gbagbo, j'avais eu peur de soutenir Laurent Gbagbo, c'est là que je n'aurais pas été cohérent avec mes convictions. Or, si demain, on écarte à nouveau Henri Konan Bédié, je soutiendrai Henri Konan Bédié. Donc, je dis que les Ivoiriens doivent étudier mon parcours. Ils me trouveront toujours là où il y a une injustice et une exclusion à combattre. Merci à vous. On va rapidement passer à la prochaine question. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alphonse Ndongo, journaliste économique depuis Brazzaville au Congo. Monsieur Guillaume Soro, on sait très bien que vous avez été condamné par la justice de votre pays pour des faits de détournement de deniers publics. Et une certaine presse sur la place d'Abidjan, proche, n'est-ce pas, de votre ancien mentor Ouattara, vous accuse, n'est-ce pas, d'être à la tête d'un important pactole évalué en milliards de francs CFA. Vous avez toujours eu à démentir ces informations. Mais pourquoi n'avoir pas choisi de comparaître devant la justice de votre pays? Lorsqu'on veut se donner la stature d'homme d'État, on fait confiance aux institutions de son pays. Pourquoi avoir survolé Abidjan pour trouver enfin, plutôt Accra, pour trouver, n'est-ce pas, asile en France et bénéficier d'une certaine couverture diplomatique au lieu de comparaître devant la justice de votre pays? Je vous rappelle qu'en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe a demandé, par exemple, qu'il y ait un procès public pour que la vérité se sache. Je fais une jonction également avec la situation économique de la Côte d'Ivoire, qui est quand même, on le sait très bien, en bonne posture. Les agences de rating reconnaissent que les agrégats économiques de la Côte d'Ivoire sont totalement au vert, et même les projections donnent déjà présentent la Côte d'Ivoire comme l'une des plus grandes économies qui va se présenter dans les années à venir au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Si vous devenez président de la Côte d'Ivoire, puisque vous avez maintenu votre candidature, président virtuel, disons-le ainsi, qu'est-ce que vous feriez de mieux sur le plan économique que Ouattara n'a pas pu faire? Merci. Question de notre compte. Allô? Si vous me recevez, je peux répondre aux deux questions. Vous me recevez? Parfaitement, oui. D'accord. Alors, le journaliste de Brazzaville dit que j'ai été condamné pour détournement de deniers publics. Ce n'est pas exact. Il faut requalifier les charges qui ont été retenues lors de la parodie de justice. On dit que j'ai recelé un bien. Je reprends. J'ai recelé un bien, immobilier notamment. Je vous explique très concrètement. On n'a pas retenu contre moi une charge de détournement. On dit j'ai recelé un bien. On dit que M. Guillaume Soro est propriétaire d'une maison acquise en 2007 dans laquelle il habite et qui en réalité serait une maison propriété de l'État de Côte d'Ivoire, puisque c'est l'État de Côte d'Ivoire, par des libéralités, a acheté la maison. Qu'est-ce qu'il en est réellement? D'abord, au plan juridique, la maison ne m'appartient pas. Elle appartient à une SCI, une société immobilière, au nom de M. Cissé Mori et Koné Suleiman. Donc, du point de vue strict du droit, la maison ne m'appartient pas. Donc, ceux qui devraient comparaître pour recel, si tant il est vrai qu'il y avait recel, c'est M. Cissé Mori, Koné Suleiman. Encore que, il n'y a même pas de raison de les poursuivre eux. Pourquoi? Situons et revenons dans le contexte qui a prévalu à l'achat de cette maison. Vous vous souviendrez que la Côte d'Ivoire était divisée en deux.
Et il y avait deux caisses. Une caisse au nord, dans les zones qu'on disait zones de guerre, où j'étais le secrétaire général des Forces Nouvelles, et une caisse dans le sud, la partie dirigée par le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Quand j'ai été nommé Premier ministre, nous avons décidé de réunifier le territoire de la Côte d'Ivoire et donc de procéder à l'unicité des caisses de l'État. Et je devais venir m'installer à Abidjan pour exercer ma fonction de Premier ministre. C'est dans ce contexte-là que le président Laurent Gbagbo a autorisé qu'il y ait une libéralité de l'État de Côte d'Ivoire pour acquérir une maison pour le Premier ministre qui me reviendrait à la fin de mes fonctions. Or, notre code pénal dit que quand vous avez commis un crime, quand il y a un délit, si c'est un crime, il y a prescription chaque 3 ans. Si le délit est qualifié de corruption, il y a prescription chaque 10 ans. Or, quand on me poursuit en 2019, il y a 13 ans. Donc, à supposer même que par extraordinaire, les faits étaient avérés et établis, il y avait prescription, on ne pouvait pas me poursuivre. Donc, le problème, vous me dites, pourquoi je ne viens pas comparaître devant la justice de mon pays? Bien sûr que je suis prêt à tout moment, dans les conditions idéales, je suis prêt à me présenter devant le tribunal de mon pays. Et ma sincérité à me présenter devant le tribunal de mon pays est que le procès s'est tenu en l'absence de mes avocats, sans que moi-même j'ai été convoqué. Et le procès s'est tenu en 30-40 minutes. Le magistrat qu'on a pris pour juger l'affaire avait refusé de juger l'affaire. Un premier magistrat a démissionné parce qu'il a dit que le dossier était vide. Un second magistrat a été nommé pour juger l'affaire. Ce magistrat a hésité, il a voulu reporter le procès. C'est le ministre de la Justice, en personne lui-même, qui a menacé le magistrat pour lui demander de juger l'affaire en 40 minutes et a dicté le verdict au magistrat et le magistrat l'a prononcé. La justice ivoirienne est corrompue. Elle est aux ordres de M. Ouattara. La preuve, le magistrat qui a refusé de juger mon cas, bien qu'on l'avait nommé avocat général, la liste de nomination de la magistrature est sortie il y a 2 jours, on a barré purement et simplement son nom. Voilà la réalité de notre justice. Mais pour vous dire ma sincérité, je suis allé porter plainte à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une justice insusceptible. Une justice qu'on ne peut pas soupçonner de corruption. Et cette justice m'a donné raison. Cette justice a dit qu'on ne peut pas juger M. Guillaume Soro et que M. Guillaume Soro doit rentrer dans ses droits. Alors, donc, monsieur le journaliste de Brazzaville, donc je ne refuse pas de me présenter devant la justice, mais quand vous avez une dictature comme celle de Ouattara et une justice corrompue, ne me demandez pas de me faire harakiri.